Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Benjamin Bouchou. Comment tu vas, Benjamin? Très bien, Antoine. Et toi? Ça va très très bien. Je suis très très content de t'accueillir pour parler aujourd'hui de la première énergie renouvelable dans le monde. La première énergie renouvelable aussi en France pour l'instant, à savoir l'hydroélectricité. On a pu parler de solaire avec Damien Salel, d'éolien avec Karim Megarbi. On a pu parler également de nucléaire avec Maxence Cordier récemment. Aujourd'hui, on va parler d'hydroélectricité. Toi, tu es expert sur le sujet. Tu travailles au sein d'une entreprise assez connue française, donc EDF pour ne pas la citer. Mais aujourd'hui, tu parles en ton nom et non pas dans le nom d'EDF. Du coup, tu ne proposes pas de parler en tant que employé EDF, mais en tant qu'expert d'hydroélectricité en tant que tel. Donc voilà, juste pour remettre un peu le, le, au- le sujet au centre. Mais avant de démarrer, avant de parler d'hydroélectricité, de comprendre comment est-ce que ça marche, les bienfaits, les risques aussi qui peuvent exister sur cette technologie, je te propose d'abord de te présenter, Benjamin. Donc, qui es-tu? Ouais. Qui je suis? Benjamin, je suis papa de trois enfants, ce qui explique les cicatrices vis-à-vis de l'anniversaire du petit deuxième, et donc j'étais déguisé en pirate. Euh, Concernant le sujet, alors je n'aurais peut-être pas la prétention de me définir comme expert, mais c'est vrai que ça fait déjà plusieurs années, 13 ans pour être exact, j'ai fait le compte avant de venir. Donc 13 ans que je suis dans l'hydraulique. Auparavant, j'ai fait un passage dans le thermique à flamme pour exploiter des tranches charbon. Et encore avant, j'étais dans l'industrie nucléaire avec l'équivalent de l'ASN côté espagnol. Et puis un passage au commissariat à l'énergie atomique, le CEA, en région parisienne. Donc j'ai fait de l'exploitation, j'ai fait de l'ingénierie, j'ai une compréhension globale euh, honorable, mais encore une fois, je ne me prétendrai pas expert. Merci pour la bienveillance des auditeurs, auditrices, qui ne manqueront pas de déceler des imprécisions, alors quelquefois volontaires pour vulgariser, mais quelquefois certainement involontaires de ma part. Tu as cité mon entreprise, mais effectivement, je ne la représente pas. Euh, Bon, néanmoins, il y a pas de secret, hein. De toute façon, si vous allez sur LinkedIn et que vous tapez mon nom, vous verrez bien que je travaille à l'EDF. Et puis, ça me paraissait intéressant de l'afficher pour également être conscient du conflit d'intérêts, dans le sens où personne n'est parfaitement objectif, je ne le suis pas non plus. Euh, J'essaierai de rester neutre et nuancé autant que possible. Euh, et ne tente pas de me lancer sur des affaires en cours. Je ne répondrai pas non plus sur les affaires en cours, encore une fois. Je suis là pour parler hydroélectricité euh, et passer un bon moment avec toi et les auditeurs, auditrices qui nous Eh ben, écoutent. sans aucun doute qu'on va passer un bon moment aujourd'hui pour parler Mm. de ce beau sujet. Si je te Mm. propose de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà tu saurais me dire quand est-ce que ça, c'est pas une question piège, hein, mais quand est-ce que ça a démarré quand est-ce qu'on a commencé à utiliser l'eau Mm. pour source d'énergie? Alors c'est très ancien. Comme source d'énergie, ça fait des milliers d'années, hein, des centaines d'années si on, on se concentre sur des dispositifs un peu plus efficaces euh, et plus proches de nous encore. La grande bascule, c'est lorsque cette force motrice de l'eau a été valorisée sous la forme électrique, puisque au début du siècle, on avait des, des aménagements qui étaient notamment sur le massif alpin, pour ne parler que de la France métropolitaine. Mais la grande révolution, en tout cas celle qui a vraiment façonné l'industrie dans laquelle je travaille actuellement, c'est Aristide Bergès et d'autres pionniers euh, qui ont valorisé cette houille blanche, donc cette ressource permettant de faire de l'électricité grâce à un dénivelé et du débit. Puisque pour donner juste la base, je ne vais pas rentrer dans des équations compliquées, mais ce qui
te donne la puissance que tu peux développer dans ton usine hydroélectrique. C'est la dénivellation dont tu disposes et le débit, puisqu'on comprend bien que plus la chute est importante, plus l'énergie va être grande. Et pareil pour le débit, si j'ai 1 mètre cube par seconde, c'est-à-dire 1000 litres d'eau qui passe dans mon tuyau, ou si j'en ai 10, 20 ou plus, forcément la puissance va être plus importante, et la puissance multipliée par le temps, ce sera l'énergie euh, que l'on aura donc sous forme hydraulique et que l'on va transformer pour l'avoir sous forme électrique. Ok. Euh, comme tu peux l'imaginer, je me suis renseigné déjà sur les différentes technologies. Je voulais aussi les aborder parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal en fait. Mhm. Quand on pense à un barrage, on a l'impression qu'il y a une technologie. Et quand on va dans le détail, on se Mhm. rend compte en fait que c'est pas du tout le cas. Ouais. Donc je voulais d'abord les citer et savoir si tu pouvais un peu nous les expliquer. Alors certaines peut-être plus en détail que d'autres en fonction de celles qui Mhm. sont peut-être plus intéressantes aussi à expliquer. J'ai vu qu'il y avait du coup des technologies, donc les centrales de lac, les centrales au fil de l'eau, les petites centrales hydrauliques et les STEP qu'on avait discuté aussi avant, donc à savoir les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, si je ne me trompe pas, c'est ce terme-là. Mhm. Peut-être qu'il y en a d'autres. En tout cas, c'est les quatre que j'ai pu regarder un peu en préparant cet épisode. Est-ce que tu peux nous les Mhm. présenter un peu? Je ne sais pas lesquels sont les plus utilisés. Je ne sais pas s'il y en a peut-être qui sont un peu devenues obsolètes, ou en tout cas moins intéressantes d'un point de vue efficacité. Comment elles se constituent sur tout ça? Très bonne question. Effectivement, plusieurs manières pour catégoriser ces aménagements hydroélectriques. Tu as cité donc lac, fil de l'eau et steppe, ainsi que petite Et- centrale. Donc, Exactement. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein. oui, bah, Il y a quelque sûrement part, d'autres. c'est comme toujours lorsqu'on essaye de rentrer les choses dans des cases, parce qu'on aime bien ça, hein, euh, on fait des choix et ces choix peuvent se discuter. Quand tu parles de petites centrales, euh, souvent c'est donc vis-à-vis de la puissance que l'on est capable de développer et du régime administratif qui est derrière. Euh, Ça ne présage pas nécessairement de la technologie elle-même. Ok. Euh, mais tu as raison, on parle quelquefois de petite et de grande hydraulique. On peut également parler de haute chute, basse chute. Euh, Forcément, si tu as 1000 mètres de dénivelé ou plus, tu n'utilises pas les mêmes technologies que si tu fonctionnes sur quelques mètres ou une dizaine de mètres. Ça renvoie à ce que j'expliquais tout à l'heure sur la Mm. notion de dénivellation et de débit. Euh, et une notion importante que tu as évoquée concernant les centrales de type lac ou du fil de l'eau, c'est une définition liée au temps nécessaire au remplissage de la retenue amont. C'est-à-dire que ta centrale, elle dispose donc d'une retenue amont, à l'exception de nos aménagements fil de l'eau, bien sûr. Et encore, puisque sur le fil de l'eau, on peut également faire de l'éclusée, c'est-à-dire réguler les niveaux pour tout de même piloter la production en fonction de la consommation. Puisque je pense qu'on y reviendra plus tard, mais Mm. l'un des avantages majeurs de cette énergie, c'est de pouvoir la piloter pour assurer cet équilibre offre-demande. L'électricité étant quelque chose d'un peu particulier puisqu'on la stocke très mal. Euh, donc sur les réseaux de transport et de distribution, il faut assurer cet équilibre offre-demande de façon à ce que lorsque quelqu'un allume la lumière quelque part, il faut qu'un moyen de production, quel qu'il soit, Mm. augmente d'autant sa production. Donc pour en revenir à cette distinction fil de l'eau, éclusée, lac, euh, c'est en fonction du temps de remplissage de la retenue amont qu'on définit ces différentes catégories. Donc voilà, fil de l'eau, c'est entre 0 et 2 heures. Euh,
ensuite, il y a du 200 à 400 heures ou du plus de 400 heures pour les, les lacs, donc hydraulique de lac. Et tu as évoqué donc les STEP, donc station de transfert d'énergie par Ouais. pompage, effectivement, et non station d'épuration, qui est un autre sigle habituel des STEP. Donc, je pense qu'on en revient, enfin, on reviendra dessus dans le détail sur ces fameuses STEP, mais c'est effectivement des ouvrages un peu particuliers puisqu'ils sont là euh, pour produire, mais aussi consommer, puisqu'il s'agit de, d'un aménagement constitué d'une retenue amont et d'une retenue aval. Lorsque l'on veut produire, eh bien, on fait chuter l'eau pour faire tourner les turbines et produire de l'électricité. Et lorsqu'au contraire, il y a besoin de consommer de l'électricité sur les réseaux, euh, l'aménagement va pomper l'eau pour la stocker en altitude. C'est une forme de stockage sous forme d'énergie potentielle de pesanteur qui permet, quand le réseau en aura besoin, de turbiner cette eau euh, et ainsi fonctionner comme une sorte de batterie euh, un peu particulière, un peu euh, simple d'un point de vue physique et durable dans le sens où ce sont des aménagements comme le reste des aménagements hydrauliques qui peuvent durer des décennies ou plus, puisque sur le parc France, il y a maintenant un bon nombre d'aménagements qui sont centenaires. Donc c'est une technologie, si bien évidemment elle est correctement surveillée et entretenue, Mhm. maintenue, qui peut durer extrêmement longtemps. Je vais revenir juste sur les différents types de technologies dont tu parlais juste avant, enfin de techniques, savoir la partie lac au fil Mhm. de l'eau, avant de parler de la partie step, hein, parce qu'en effet c'est Oui. cette partie-là qui Mhm. semble la plus intéressante au vu de la transition qu'on a effectuée. Sur ces deux parties-là, donc la Mhm. seule, enfin, disons que les différences entre le lac et le fil de l'eau, c'est disons ce que tu disais, un peu ce débit-là, et c'est surtout, c'est quoi, c'est la taille, c'est, euh, enfin, j'essaie juste parce que j'ai pas fait le travail de regarder exactement en photo à quoi ça ressemblait, donc j'essaie aussi de m'imaginer. Ok. Les, les, les centrales Mhm. hydrauliques qu'on voit de base, à savoir les gros barrages avec toute l'eau au-dessus et avec l'énorme dénivelé, ça c'est quoi? C'est ça les centrales de lac, du coup, un C'est du gros lac lac. qui est au-dessus. Ouais, Et ça c'est ensuite, du les lac. centrales fil de l'eau, Mhm. c'est une rivière et on pose quelque chose au-dessus, enfin, entre, disons, et il y a de l'eau qui passe et au Alors, fur et à mesure, ça. C'est quoi exactement? Je schématise les très plus fortement, emblématiques, hein, hein. Ouais. tu les trouves. Oui, les plus emblématiques, hein, tu les trouveras le long du Rhin ou le long du Rhône. Ok. Euh, et ce sont des ouvrages qui ont nécessité des aménagements euh, pharaoniques, dans le sens où il faut imaginer qu'à l'époque, on a donc dérivé euh, un cours d'eau comme le Rhin ou le Rhône, donc tu imagines les travaux dont il était question, pour équiper ces cours d'eau euh, de barrages et d'usines permettant de valoriser cette énergie avec une dénivellation limitée. Finalement, une douzaine de mètres suffit au vu des débits qui sont énormes, hein, plusieurs centaines, même au-delà du millier de mètres cubes par seconde. Ce sont des débits gigantesques. Donc on n'a pas besoin d'avoir des dizaines, des centaines de mètres de chute d'eau pour générer une puissance et donc une énergie, une fois qu'on a multiplié par le temps, très importante. Donc si tu veux garder des images, euh, le fil de l'eau, c'est effectivement des barrages ont, qui présentent une hauteur assez faible, Hmm. 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, et des usines qui sont tout de même assez impressionnantes, hein, parce que lorsque tu vas, lors des indisponibilités des machines, euh, dans le circuit hydraulique, tu te sens vraiment tout petit, puisque les roues de turbine, les rameaux haute pression, basse pression sont gigantesques. On rentre des voitures, d'ailleurs, malheureusement, ça peut arriver si euh, la grille n'était pas
efficace à ce moment-là. Donc il y a des photos qui peuvent se trouver sur Internet où on voit des voitures coincées dans les turbines. Donc ça, c'est le fil de l'eau. Alors que le lac, tu l'as bien décrit, hein, c'est quand tu te balades en montagne, tu vois des magnifiques retenues. Alors encore une fois, je suis subjectif, hein, parce que pour certains, c'est hideux. Euh, mais tout de même, ça a plutôt bonne presse. Euh, des grandes étendues d'eau, des barrages qui peuvent être très importants de par leur hauteur ou leur largeur ou le volume de béton nécessaire à la constitution de ce barrage. Et au pied de ce barrage ou à proximité immédiate, puisque le but c'est tout de même de limiter la distance entre la prise d'eau et l'usine, euh, tu auras des groupes de production qui ne seront pas toujours visibles parce que tu as beaucoup de centrales qui sont souterraines. Donc il est Ok. vrai que pour le lac notamment, ce que l'on voit souvent, c'est les barrages et les retenues, c'est-à-dire l'eau qui est derrière le barrage, à l'amont du barrage, mais les usines elles-mêmes, tu ne les verras pas toujours. Ou tu Ok. les verras, mais finalement, pas à proximité immédiate du barrage, donc tu vas pas toujours faire le lien. Si tu te balades dans le Beaufortin, il y a des usines qui sont un peu isolées, à côté desquelles tu peux te balader. Et si tu vois une conduite forcée, c'est-à-dire un gros tuyau qui chemine donc pour alimenter cette usine en eau en pression, tu vas reconnaître une usine, mais tu vas peut-être passer à côté sans t'en apercevoir. Euh, c'est pas non plus euh, frappant puisque ce n'est pas accolé au barrage. Ok. Ok, donc tu très clair sur ces deux parties-là. Donc en fait, tu as une différence de taille et de quantité d'eau Mhm. euh, qui sont différentes du coup sur ces deux types de technologies. Euh, Mhm. Avant de... on va parler des steps par la suite parce que c'est important, ça fait partie du gros sujet, mais Mhm. j'imagine que le sujet est aussi le même par rapport aux steps. Juste sur le t'en parlais aussi juste avant, sur entre guillemets, le coût environnemental de ce type de construction. Donc tu Mhm. disais en effet, quand tu as des énormes retenues du coup des centrales de lacs, en effet là, la quantité d'eau est massive et en effet les barrages sont énormes, hein. En effet, on imagine tout ce qu'on a dû mettre en place pour arriver à créer ça. Euh, Par rapport à Mhm. ce sujet-là, sur l'hydroélectricité, sur l'énergie hydraulique au global, comment est-ce qu'on se situe en termes de... Je sais pas, est-ce qu'il y a des métaux qu'on utilise ou est-ce que c'est uniquement du béton? Comment on se situe sur ça par rapport, tu vois, quand on compare aux autres types d'énergie qu'on a pu discuter, l'éolien, le photovoltaïque et le nucléaire, comment est-ce que ce sujet-là est Oui. abordé et sur l'hydraulique? Mhm. Oui. Donc en préambule, au quotidien, je travaille au prédimensionnement des turbines et des circuits hydrauliques en charge. Euh, je ne suis pas contributeur de tout ce qui est études environnementales et sociétales. Ok. Néanmoins, je suis très curieux, je participe à des projets dans lesquels, bien évidemment, ces questions-là sont essentielles. Donc j'ai des notions, des faits et des opinions. J'essaye de bien distinguer les deux. Euh, mais c'est pour renforcer une fois de plus ce que je disais en introduction, à savoir que je ne me prétends pas expert. Hmm. Maintenant, je comprends bien la question et je vais tenter d'y répondre avec les éléments dont je dispose. Euh, sur les aménagements hydroélectriques, euh, il commence à apparaître dans la littérature des analyses de cycle de vie, dans lesquelles, bien sûr, l'aspect climatique est évoqué, mais tous les autres impacts sont également quantifiés. Et tu te rends bien compte que d'un projet à l'autre, tu vas avoir des impacts éminemment différents. Alors moi, je retrouve ça dans le choix des turbines et
la manière de les optimiser. Chaque projet est unique parce que tu t'adaptes à la topographie, à la manière dont la turbine va être placée dans le circuit. Euh, mais pour rester centré sur ta question, qui était tout ce qui est INS, là, environnement et société, Mm. euh, l'aspect climatique te montre déjà qu'il y a de grandes différences d'un aménagement à l'autre, puisque entre le fil de l'eau et le lac, tu n'auras par exemple pas du tout les mêmes chiffres. Et notamment pour ce qui est du lac, tu peux avoir une grande disparité qui est liée à ce que ta retenue peut être amenée à émettre. Puisque euh, sur certains projets à l'international, on voit des chiffres qui peuvent être assez importants, hein, et tout le monde en est bien conscient, puisque en fonction de, de l'implantation et de la manière dont a été préparée la zone, lorsque tu mets ça sous l'eau, tu vas, par des processus euh, que je ne vais pas m'amuser à détailler parce que clairement je ne les maîtrise pas, mais tu vas dégager de la matière organique, Ok. tu vas donc émettre, et il serait faux de dire que sur l'aspect climatique, euh, tous les aménagements hydroélectriques euh, représentent une panacée évidente. Ce serait faux de le dire. Maintenant, quand tu regardes les moyennes et les données, là, avant de venir, j'ai quand même sorti deux, trois graphes puisque le groupe international d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, forcément évoque ces choses-là. Et on voit l'hydro qui est extrêmement bien placé avec l'éolien, le nucléaire, euh, au- en dessous des 10 grammes équivalent CO2 par kilowattheure produit. Euh, donc sur l'aspect climatique, c'est un tout autre ordre de grandeur que ce que l'on peut avoir côté, je sais pas, géothermie, et puis quand on monte en gamme, effectivement le gaz, Mm. et puis bien sûr le charbon qui dépasse le kilo. Mais ça, c'était pour répondre à la question facile qui était celle du climat. Après, sur les autres impacts environnementaux, euh, je vais me redire, hein, me répéter, pardon, c'est variable, c'est très variable d'un projet à l'autre. Euh, et c'est bien pour ça que ces projets ont besoin d'être co-construits avec toutes les parties prenantes et jamais au grand jamais par un seul aménageur euh, qui va travailler euh, de manière parfaitement isolée du début à la fin de ses études. Donc il y a des processus réglementaires hein, qui permettent différents échanges et à l'avenir, pour ce qui est du développement, notamment sur le sol français, il y a nécessairement des choses à travailler pour que ça se passe au mieux et que ces impacts soient clairement identifiés, clairement discutés et assumés, sachant que l'objectif c'est de comparer ces impacts à l'impact que pourraient avoir d'autres solutions répondant aux mêmes besoins. C'est là toute la difficulté, hein, tenter de réfléchir de manière systémique. Mm. Puisque si on regarde le projet et uniquement celui-ci, euh, la conclusion sera toujours la même, hein, il vaut mieux ne rien faire, puisqu'il y aura moins d'impact. Sauf que ne rien faire, ça impose d'autres solutions, alors qui ne sont peut-être pas ou peut-être moins visibles euh, par les concitoyens, concitoyennes qui ont été sollicités dans le cadre des concertations publiques. Mm. Mais néanmoins, c'est des externalités qui sont bel et bien réelles. Euh, je pense que les moyens de communication nous permettent maintenant de voir que aucune solution n'est parfaitement sans impact.
ça se exactement. saurait. Euh, donc il faut trouver les compromis les moins mauvais d'un point de vue technique, mais aussi les plus acceptables d'un point de vue environnemental et sociétal. Et ça nécessite un dialogue aussi démocratique que possible. C'est aussi pour ça que j'ai répondu favorablement à ta demande, hein. C'est parce que ces débats, je pense qu'ils ne peuvent être de qualité que si en amont il y a eu un petit travail de vulgarisation et puis des échanges aussi factuel que possible avant de passer à des discussions qui sont politiques, et c'est pas un gros mot de le dire. Non, non, carrément, mais ça va exactement dans le sens dont la discussion que j'ai pu aussi avoir avec Maxence Cordier. Il n'y a Mm, pas de, ce serait mentir, et avec Maxence Cordier et également avec Damien Salel et Karim. euh, on n'a pas d'énergie mm, parfaite. Enfin, ça n'existe pas. Si on veut de l'énergie, il y a du pour et du contre dans chaque. Et elles ont mm, tous un avantage, tous des inconvénients. Et c'est aussi l'objectif du podcast de mm, pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette énergie-là, comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette électricité, comment est-ce qu'on peut créer du coup de l'électricité mm, grâce à ces sources, et, mm, comprendre le global, parce que quand on comprend pas le global, difficile de se faire un avis, et on se retrouve du coup à suivre mm, ce que des médias moins experts peuvent partager, ou des mm, clichés plus concrètement. Donc c'est aussi l'objectif du podcast. Donc tu disais, donc si je récapitule ce que tu disais juste avant sur la partie environnementale, donc en effet il y a plein d'impacts qui sont du coup différents en fonction des projets. Donc ça, on comprend. En effet, il y a sûrement un oui, impact, comme tu disais, sur la retenue d'eau. Donc très probablement comme on pouvait en discuter avec Pierre Gilbert. Du coup, en effet, avec peut-être, j'imagine, mais je me renseignerai là-dessus et je vous mettrai des liens si lorsque j'en trouverai, avec des émissions potentielles de CO2 basées sur ça. Euh, donc on a la structure, donc, j'imagine, qui doit polluer, mais on n'a pas de métaux. Si je reviens juste dessus, peut-être que si tu es capable de répondre mm, là-dessus, avant de parler c'est aussi de la vrai, partie oui. J'ai biodiversité, j'ai pas répondu à... est-ce qu'il y a des Oui, tout à choses fait. aussi qui sont à Mm, pas cachées, disons, mais qui existent là-dessus, enfin, qui mm, sont ouais. clichés à Alors, comprendre j'ai sur ça. effectivement pas répondu à cette question. Tu évoquais donc euh, la question des métaux et des minerais qui Mm, sont en amont de ceci. Là-dessus, on a tout de même, je dis on, c'est encore une fois mon biais, l'hydroélectricité a un énorme avantage, hein. C'est-à-dire que tu vas pouvoir concevoir des aménagements qui abritent donc des groupes de production. Quand on parle d'un groupe, c'est un ensemble de matériel permettant de produire. Alors produire, c'est pas le bon terme. En réalité, on ne fait que convertir de l'énergie. Mais c'est donc la turbine, bien évidemment, son circuit lui permettant d'être alimenté en eau haute pression et d'évacuer à côté basse pression l'eau qu'elle vient de turbiner. Et puis au-dessus de ta turbine, tu vas donc avoir l'alternateur qui va être mis en rotation grâce à la turbine et qui va nous permettre de euh, créer ce champ électromagnétique, donc l'électricité, qui va être acheminée à un transformateur permettant d'élever la tension euh, pour transporter cette électricité de manière plus efficace. Donc ces groupes de production peuvent être de très grande puissance. C'est-à-dire que euh, si je prends l'exemple, alors je peux prendre des exemples existants, hein, ou des exemples qui pour l'instant ne sont qu'à l'état de projet, mais tu peux avoir une centrale souterraine qui va abriter quatre groupes de 250 mégawatts. Donc tu vas avoir 1 gigawatt de puissance installée dans une usine souterraine. euh, qui va nécessiter des matériaux de construction et des métaux, mais en quantité extrêmement limitée si tu ramènes ça à la puissance installée. mm, Euh, alors la comparaison est toujours délicate parce que on pourrait interpréter ça comme une compétition entre les énergies. Non, la question n'est pas là, mais il est vrai que quand tu as euh, des objets unitaires qui sont bien plus diffus,
tu vas avoir une consommation en métaux, puisque c'était ta question, qui va Hmm. être nécessairement plus importante au niveau de ton objet, mais également au niveau du réseau nécessaire à le connecter aux autres. Maintenant, je m'empresse de dire que les différentes énergies sont complémentaires et que tout ça s'étudie, mais il est certain que côté hydroélectricité, la consommation concernant les métaux est très limitée par rapport à la puissance installée et par rapport au productible, puisque tu as également un facteur de charge qui est très intéressant. Parce que tout ce qu'on a évoqué précédemment, à l'exception des steppes, c'est donc du gravitaire, c'est-à-dire qu'on va transformer cette énergie hydraulique en énergie électrique. Et donc, l'origine de tout ça, c'est le cycle de l'eau qu'on perturbe bien depuis quelques décennies. Mais ce que je veux donc dire par là, c'est que euh, tant qu'il y a des précipitations, des eaux de ruissellement qui sont partiellement captées et qui passent dans des turbines, et que ces turbines sont disponibles, bien évidemment, tu vas avoir de la production. Donc ça te permet d'atteindre des facteurs de charge extrêmement importants. Donc, pour en revenir à ta question, ramener à la puissance installée, les chiffres sont faibles, et ramener à la production, donc là on n'est plus sur des watts, on est sur des wattheures, ramener à l'énergie produite, encore une fois, c'est très intéressant. Donc voilà pour la- l'aspect positif de la chose. Après, sur le béton, effectivement, quand tu considères un barrage, un barrage par exemple euh, exceptionnellement beau et efficace comme le barrage de Roseland, c'est une quantité phénoménale de béton dont on ne va pas nier l'impact environnemental. Mais encore une fois, tu peux ramener ça à l'énergie qui va être retenue à l'amont de ce barrage, euh, retenue qui est remplie 2 fois par an environ, et qui va donc permettre de produire énormément d'électricité. Donc l'hydraulique, c'est finalement quelque chose d'assez simple hein, sur le principe, c'est pour ça que c'est très ancien d'ailleurs. Euh, mais c'est tout de suite dans des quantités de puissance, d'énergie, de volume de béton qui peuvent être très importantes. Donc c'est quelque chose qui, en tout cas c'est ma vision subjective de la chose, hein, qui est très pertinente quand tu as une vision de long terme, mais quand tu as une vision un peu plus court-termiste, c'est délicat parce que, ne serait-ce que sur l'exercice économique, tu as une actualisation de l'argent faisant que à 10 ans, à 20 ans, il est délicat d'envisager de grands aménagements hydrauliques. J'allais justement te poser la question. Là, j'ai... On parlera de la partie Ouais. biodiversité après, du coup, mais vu que tu en parles, ça fait partie des sujets que je voulais aborder. Pour ce type de projet, quelles sont du coup les échéances pour se dire, ben voilà, si on souhaite démarrer demain un projet hydraulique, on en parlera aussi de savoir est-ce qu'on peut en démarrer de nouveau au global, hein, sans que tu parles de ce qui se passe chez EDF, Mhm. juste au global, est-ce qu'on a encore du potentiel en France et mondialement là-dessus. Mais avant de parler de ça, Oui. à quelle échéance du coup on peut se projeter quand on se dit ben ok on veut développer des énergies renouvelables, enfin des énergies Mhm. décarbonées, hein, plus que renouvelables, décarbonées, enfin moins carbonées. Euh, et Mhm. comment est-ce que l'hydroélectricité, à quel point l'hydroélectricité, du coup l'hydraulique est compétitif avec ça? Oui. Alors, sur la question du temps, alors c'est du temps long, oui et non, tout dépend de nos référentiels. C'est du temps long si tu compares les études et les, le temps nécessaire au chantier d'une centrale hydroélectrique. Si tu compares ça à ce que l'on est capable de faire pour du cycle combiné gaz, par exemple, effectivement, c'est bien plus long. Et à ce titre, on peut se poser des questions de la compétitivité, mais si tu compares ça au temps nécessaire
à l'ingénierie et à la réalisation d'une centrale nucléaire, par exemple, c'est au contraire vu comme très court. Alors très court, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, ça va beaucoup dépendre des projets. Euh, Tu peux avoir 5 ans d'études, 5 ans de réalisation, donc une dizaine d'années. Euh, c'est très enfin, j'ai l'impression de redire tout le temps la même chose, mais oui, c'est tout de même bien une réalité. C'est très variable d'un projet à l'autre, euh, de par la complexité qui va varier, de par les impacts et le besoin de co-construire les projets avec les parties prenantes. Donc forcément, ça peut prendre bien plus de temps qu'une centrale de petite hydraulique qui a également des impacts, hein, mais des impacts qui sont peut-être plus réduits et pour lesquels vous trouverez sur Internet quelques exemples d'études et de chantiers qui ont pu se faire sur des durées bien plus courtes que celles que j'ai évoquées. Euh, Après, si j'ai des collègues qui développent de la petite hydro, ils vont bondir de leur chaise parce que c'est pas simple non plus hein, de faire de la petite hydro. Euh, mais on est tout de même bien sur des autres ordres de grandeur. Je voulais revenir tout de même sur une distinction encore. Euh, Enfin, là, tu as ouvert plein de portes, hein. Il y a eu plein de questions dans ta question. J'ouvre Euh, des portes et après. ouais, sur est-ce qu'il y a des projets oui, là, un projet est en cours de consultation, de concertation sur le Rhône. La Compagnie nationale du Rhône, la CNR, un- mène un projet donc côté gravitaire, puisque ta question c'était est-ce qu'il y a du potentiel en France métropolitaine et dans le monde? La réponse courte c'est oui, hein. Oui, il y a du potentiel. Euh, la réponse longue, c'est, encore une fois, ça dépend. En France métropolitaine, sur le gravitaire, euh, il y a encore du potentiel, Ok. alors qu'il s'agisse de fils de l'eau, de lacs ou entre les deux d'éclusées. Euh, Maintenant, il est bien évident que, d'une part, les sites les plus propices d'un point de vue technico-économique ont bien souvent déjà fait l'objet d'équipements. Euh, D'autre part, les sites existants vont être, pour une bonne partie d'entre eux, j'espère, euh, optimisés. C'est-à-dire que quand tu as un aménagement existant, mais qu'il est quasi centenaire ou qu'il est centenaire, hein, parce qu'il y en a déjà plusieurs, ben, il est bien évident que dans certains cas, pas dans tous, mais dans certains cas, tu peux optimiser ton aménagement en changeant certains matériels euh, et, et ainsi augmenter ta puissance installée et ou ton productible. Donc là, c'est un levier non négligeable et dont euh, nous aurions tort de nous priver puisque c'est un levier qui n'implique pas nécessairement des impacts gigantesques. Encore une fois, hein, ce n'est jamais nul, ne serait-ce que ton chantier, ben oui, il a un impact. On en C'est revient à la sûr. discussion de tout à l'heure. Si tu compares une action à l'absence d'action au périmètre de l'action, il vaut toujours mieux éviter le Rien faire. chantier, mais ne rien faire, c'est ne se tromper qu'une fois. Donc ça c'est pour l'optimisation de l'existant. Et puis je voulais évoquer une dernière chose, un dernier point important sur cette question du développement, c'est que lorsqu'on cherche à développer, alors en interface avec l'existant ou sur des sites vierges, euh, en réalité ces sites n'ont de vierge que le nom, dans le sens où euh, de par le monde en général et en France métropolitaine en particulier, il n'y a pas un centimètre carré euh, qui n'a jamais fait l'objet d'activités humaines et qui ne fait pas l'objet euh, d'activités non humaines. On a des activités économiques qui sont en place, on a des activités touristiques qui sont en place, et puis quel que soit le degré d'urbanisation
d'un biotope, on a de la faune et de la flore qui se développent avec biodiversité variable, bien sûr, mais dès lors qu'on envisage un chantier d'envergure, on perturbe le biotope et donc il faut éviter les impacts quand on peut le faire, les réduire quand on ne peut pas les éviter, et puis la dernière cartouche dans cette méthodologie ERC, après éviter, réduire, c'est compenser. Euh, mais c'est toujours un aveu d'échec, hein. Si tu n'as pas réussi à éviter ou à réduire Ouais, d'accord. ton impact, bon ben oui, tu vas compenser le résiduel, mais il faut bien voir cette méthodologie comme quelque chose de progressif, de chronologique. Tu vas chercher à éviter, puis à réduire quand tu peux pas éviter, et puis si tu peux vraiment ni éviter ni réduire à quelque chose de négligeable, ben, tu vas compenser comme tu le peux. Et ça boucle avec la discussion de tout à l'heure Hmm. sur les impacts de tel chantier. C'est-à-dire que oui, d'un point de vue local, les impacts peuvent être très forts. Tu vas chercher à les éviter, tu vas chercher à les réduire, mais malheureusement, euh, un site qui, par exemple, fait déjà l'objet d'une retenue, mais avec très peu de marnage, c'est-à-dire très peu de variation de la hauteur du lac, euh, si tu modifies ton installation et que le marnage est plus fort, euh, il y aura nécessairement des impacts. Et malheureusement, tu ne peux pas l'éviter et puis tu peux le réduire qu'en réduisant le marnage, donc en réduisant Hmm. l'intérêt de ton projet. Donc il y a un équilibre qui est toujours délicat à trouver euh, entre ne rien faire et puis bah, faire quelque chose en jouant un peu sur les curseurs pour que les humains et les non-humains trouvent un équilibre aussi acceptable que possible. C'est un exercice qui est pas facile, hein. Non, mais carrément, comme enfin, on disait, en effet, Mm, chaque source d'énergie, dans tous les cas, n'est pas parfaite, hein, sinon on n'aurait pas d'énergie sur le fond. mm, On n'utiliserait pas d'énergie. mm, Euh, vu que tu en parles, je vais en parler maintenant avant de parler à la partie step. Sur cette partie justement mm. biodiversité, impact que ça peut avoir sur le sujet, peut-être que tu pourrais aussi nous renseigner là-dessus. Est-ce qu'il y a des différences enfin, quand je reprends la base des centrales du coup et de centrales de lac, centrales au fil de l'eau. Donc on a en effet donc Mhm. un tombant comme tu dis, un dénivelé, euh, un débit qui vont du coup enfin, convertir l'énergie hydraulique en énergie électrique. Euh, on a Mhm. du coup à chaque fois une partie de l'eau qui continue à s'écouler, j'imagine, à un endroit pour que ça puisse continuer pour que la biodiversité puisse sortir, que les poissons puissent Mm. sortir ou autre, etc. Comment ça se passe sur ça? Oui. Est-ce que c'est uniquement comme ça que ça se joue pour se dire bah, on arrive à préserver à peu près? Comment c'est Mm. enfin, comment c'est conceptualisé en amont en fait de ce type de projet en disant ben comment on prend soin de cette biodiversité là? Donc, très bonne question. L'eau que tu vas entonner en vue d'être turbinée, tu vas la restituer au milieu. Euh, et donc, tu n'auras pas de perte, hein. Tu restitues en intégralité, tu ne consommes pas, tu prélèves de l'eau que Hmm. tu restitues à l'aval. Mais il est vrai que sur un tronçon qui est plus ou moins long, hein, quelquefois c'est quelques mètres et puis dans d'autres cas c'est plusieurs kilomètres, tu as ce qui s'appelle un tronçon court-circuité, c'est-à-dire que tu as une partie de ton courant qui ne va donc pas suivre le lit naturel du cours d'eau. Et dans ce tronçon court-circuité, tu vas toujours maintenir un débit réservé. C'est-à-dire que tu vas euh, toujours laisser un débit suffisant à la vie de la faune et de la flore qui se situe dans ce tronçon. Et ça, c'est pour l'aspect environnemental, mais pour l'aspect sociétal, tu vas également avoir des conventions qui vont permettre d'assurer ce multi-usage de l'eau. C'est-à-dire qu'au-delà de la question énergétique, au-delà de la question environnementale, tu peux avoir de très nombreux usages de cette ressource aussi précieuse qui est l'eau.
de ruissellement, tu vas avoir de l'irrigation, tu vas avoir des sports en eau vive. Euh, Tu vas avoir, pour ce qui est de la gestion des plans d'eau, là on n'est pas trop sur la question des tronçons court-circuités, mais pour la gestion des plans d'eau, tu vas avoir des activités touristiques qui nécessitent des compromis, encore une fois, hein. Quand on est sur des ressources stratégiques et partagées, ben, il faut trouver des compromis. Mm. Et tous les exploitants, quel que soit leur employeur, euh, vont exploiter ces aménagements en respectant différentes conventions. Oui, des conventions qui sont signées avec les parties prenantes. Euh, et ça doit, je pense, répondre à ta question du débit qui est réservé donc Ouais. au maintien de la faune, de la flore, mais également d'autres besoins, euh, plutôt côté humain cette fois. Et je voulais rajouter quelque chose, parce que ta question m'a fait penser, euh, ça me reviendra. Est-ce que déjà ma réponse te convient? Est-ce que Mais c'est ce à quoi tu t'attendais? ta réponse me convient et j'ouvrirai d'autres portes peut-être qui te feront penser encore Ok. à d'autres choses et ça te reviendra à ce moment-là. Ouais. Euh, Mhm. non, enfin, c'est très clair du coup. Enfin, il y a des sujets en effet qui sont c'est utilisé en amont et on a ce débit, enfin j'oublie le mot que t'as pu Débit employer, mais en gros, réservé? débit réservé, merci, voilà. C'est débit réservé qui est Mm. utile pour faire en sorte qu'on puisse continuer à avoir un certain débit pour, dans ces cours d'eau et qui sont Ouais. plus ou moins Ah oui. activés, j'imagine, en fonction comme tu disais, des besoins qui peuvent Mm. exister. Oui. J'ai retrouvé ce que je voulais ajouter. Ouais, dis-moi. Euh, il y a deux autres problématiques adressées sur chaque aménagement en fonction de sa configuration. Puisque tu as un ouvrage qui va barrer un cours d'eau, au-delà de cette question du maintien du débit réservé, tu vas avoir des problèmes de transport de sédiments et de migration euh, de la faune piscicole. C'est-à-dire que dès lors que tu vas avoir un barrage, forcément, les sédiments qui, de manière naturelle, de manière gravitaire, euh, s'acheminer à l'aval, vont être coincés par ce barrage. Et pareil pour les poissons qui se déplacent d'amont vers l'aval ou de l'aval vers l'amont. Et ceux-ci vont être un peu enquiquinés. Donc là-dessus, il y a des impacts indéniables, mais qui peuvent être donc évités ou réduits, euh, par exemple avec la construction de passes à poissons. Donc il y a différents procédés permettant de maintenir euh, le- ce- ces dévalaisons. Encore une fois, c'est pas mon domaine. Moi, je préférerais que tu me fasses parler du dimensionnement des turbines. Mais oui, il y a un autre terme technique pour parler de la migration vers l'amont, puisque la dévalaison, on comprend bien, ça dévale le cours d'eau. Pour remonter ce cours d'eau, les passes à poissons que vous pouvez trouver sur Internet et qui jouxtent certains barrages permettent d'assurer cette continuité. Pour tout ce qui est sédiments, là, la problématique est un peu plus délicate. Il peut y avoir des chasses avec l'ouverture de vannes ou du turbinage d'ailleurs d'eau présentant une forte concentration en sédiments. Il peut également y avoir des opérations euh, qui sont en pleine expansion puisque c'est des problématiques environnementales donc qui nous préoccupent de plus en plus et c'est une très bonne chose. Mais pour ce qui est de la sédimentologie, c'est également une problématique technique, puisque si ta retenue se remplit de sédiments de manière significative, tu vas perdre en capacité de stockage. Et tu vas donc avoir, au-delà de la motivation environnementale,
une motivation technico-économique qui pourrait te pousser à curer tes retenues ou à en tout cas faire en sorte que les sédiments puissent s'évacuer à l'aval. Merci déjà pour ces clarifications hein, sur Mhm. toutes ces thématiques-là. Je voulais revenir du coup un peu en amont parce que j'ai dit on va parler du step, on va parler du step, on va parler du step. On est passé sur les risques qu'on peut avoir, l'utilisation enfin l'impact environnemental, biodiversité, etc. Mais en revenant du coup sur la technologie en tant que telle, à savoir donc on a parlé des Oui. centrales de lac, les centrales au fil de l'eau, et maintenant les steps. Donc pas d'épuration mais de transfert d'énergie par pompage. Euh, Mm. Tu disais du coup que la différence c'est qu'il y avait deux parties, donc en amont et en aval. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer du coup exactement la différence des steps par rapport aux autres types de technologies et, Mm. et l'utilité que ça va avoir en fait, ces steps-là? Ok. Alors, la différence fondamentale, c'est que tu vas donc utiliser ces stations de transfert d'énergie par pompage, non pas pour produire et uniquement produire, mais pour produire et consommer. Et quand tu regardes le bilan énergétique de certaines stations de transfert d'énergie par pompage, euh, eh bien, à l'année, elles vont consommer plus d'énergie qu'elles ne vont en produire. C'est bien normal puisque à chaque fois que tu vas turbiner, pomper ton eau, tu as un cycle de turbinage-pompage et ce cycle présente un rendement de cycle, alors 70, 75, 80%, qui est élevé mais qui n'est bien évidemment pas de 100%, puisqu'il y a des pertes de charge dans les tuyaux, il y a des échauffements sur différents matériels, donc il y a de l'énergie dissipée. Euh, donc quand tu regardes le rendement de cycle de la batterie de ton téléphone, le rendement de cycle est meilleur. Mais ton téléphone, il va durer 5 ans, 10 ans si tu fais vraiment très attention, mais il va pas durer un siècle comme pourraient durer les steppes que l'on construirait dans les années à venir. Euh, des steppes en France métropolitaine, euh, on peut en lister 6, les 6 étant exploités par l'EDF, euh, et elles sont conçues et développées dans les années 80 en complémentarité de l'énergie nucléaire. Clairement, il y a une complémentarité permettant d'assurer l'équilibre offre-demande dont j'ai déjà parlé, Mm. avec un nucléaire qui est capable de suivre la charge, mais de manière beaucoup moins rapide qu'une STEP qui, comme les autres centrales hydroélectriques, est capable de passer de l'arrêt établi à Pmax, c'est-à-dire tu montes à pleine puissance, hein, à puissance maximale, en quelques minutes. Tu ouvres un robinet, Ouais. l'eau se précipite dans la turbine et puis tu mets en rotation ton alternateur à vitesse de synchronisme, c'est-à-dire la vitesse correspondant à la fréquence du réseau. Tu couples ton groupe au réseau et une fois couplé, c'est-à-dire une fois que la machine est accrochée sur le réseau, tu vas monter en charge jusqu'à ta pleine puissance et tout ça peut ne prendre que quelques minutes. Donc c'est un outil d'une souplesse exceptionnelle et qui peut rendre des services système pour maintenir la fréquence. Alors inégalable, encore une fois, là c'est un vocabulaire très mélioratif et qui traduit mon attachement à cette technologie. Mais oui, la STEP a un rôle très particulier à jouer pour l'équilibre des réseaux. Et avec le développement d'énergies renouvelables que l'on a encore du mal à piloter, comme l'éolien ou le photovoltaïque, on retrouve cette complémentarité. C'est-à-dire que euh, sur l'éolien, le photovoltaïque, euh, eh bien, il est vrai que à certains moments, pour tout un tas de raisons, euh,
on a quelquefois du mal à assurer cet équilibre offre-demande et l'ajout de STEP euh, permet de faciliter cet équilibre. Il y a d'autres solutions, c'est certain, mais je pense que par les temps qui courent, la multiplicité des solutions et leur complémentarité est loin d'être inintéressante. Non, carrément, mais c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne, comment cette technologie-là fonctionne et en effet comment est-ce qu'elle est complémentaire des autres énergies renouvelables. On en avait parlé avec Damien Salel notamment, ben voilà, de complémentarité entre le photovoltaïque et en effet Mm. entre guillemets, ces batteries naturelles hein, d'hydro, Oui. de centrales hydrauliques qui peuvent du coup aller pomper toute cette eau quand on a un surplus d'énergie et ensuite le remettre dans le réseau au moment où on a un Mm. manque, comme ça avait pu du coup être développé. J'avais pas Mm. cette notion que ça avait été développé notamment par rapport à la partie nucléaire, donc c'est vachement intéressant. Euh, Mm. Est-ce qu'il y a encore du coup, enfin, on parlait de potentiel juste avant sur la France, des projets en effet qui sont en train de se créer. Sur j'imagine que ce qui va être priorisé, enfin, peut-être pas, c'est cette technologie-là, parce qu'elle a en effet une un double potentiel de pouvoir aller aussi faire une guise de batterie. Euh, Est-ce que c'est ça qui va être développé sans parler de ce qui se fait chez EDF, hein, c'est pas du tout le sujet, mais est-ce que Oui. c'est un peu ça la stratégie globale qui est en place dans le secteur, disons, de l'hydroélectricité, où en fait Alors, on reste encore mm. dans le sujet un peu ancien, pas ancien, mais des autres technologies plutôt. Mm. Ouais. Euh, la stratégie française énergie-climat, qui doit éclairer la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, la loi PPE, euh, prévoit différents développements. C'est-à-dire que les uns ne sont pas à l'exclusion des autres. Sur l'énergie hydroélectrique, il va y avoir de l'optimisation que j'ai évoqué. Il va y avoir quelques projets gravitaires pour compléter l'équipement actuel. J'ai cité le projet actuellement mené par la Compagnie nationale du Rhône, la CNR. Mm. Euh, et il va y avoir des projets de STEP, des stations de transfert d'énergie par pompage. La loi vise une puissance installée importante euh, à mettre en service avant 2035. Donc là, de mémoire, hein, la PPE était à 1,5, mais là, courant septembre, la, la synthèse du groupe de travail chargé de remettre à jour ce chiffre-là a évoqué un passage de 1,5 à 1,7. Donc 1,7 gigawatts de puissance installée pour des steps à mettre en service avant 2035. Donc ça boucle avec ta question sur les temps de développement. Là, on est en Mm. 2023, 2035, c'est dans une douzaine d'années, ça va arriver très vite. Et le chiffre de 1,7 gigawatts est un bel objectif. Sachant que le rapport RTE qui était sorti l'an dernier, ou même déjà l'année d'avant, ça commence à dater, mais qui a été mis à jour depuis, pour sa partie Vision 2035, parlait de 0,5 à 1,5 gigawatts. Ça, c'est 2035. Et à l'horizon 2050, le rapport RTE sur nos futurs énergétiques 2050 évoque le chiffre de 3 gigawatts de STEP à développer donc à cet horizon 2050. Euh, Ça fait beaucoup, c'est vrai. Maintenant, des sites potentiels, il y en a Mm. même énormément. Euh, donc, pour ne parler que des données qui sont publiques, hein, la Commission européenne avait commandité un inventaire en 2013 où de très nombreux sites sont identifiés. Euh, Maintenant, il s'agit d'un potentiel technique. Après, il y a des questions environnementales, sociétales, et puis accessoirement des questions économiques, puisque tous les sites ne se valent pas, bien évidemment. Donc, ça doit faire l'objet de discussions. Euh, et vu de ma fenêtre, hein, c'est vrai que ce sont des discussions qui, pour l'instant, sont assez maigres dans le domaine public, hein. Moi, c'est mon quotidien, donc j'en parle tous les jours. Mais c'est vrai que le développement des steppes en France métropolitaine, on ne peut pas dire que ce soit
à la une de tous les journaux. Après, bon, il y a quantité de sujets de société, hein, mais quand il s'agit de ton sujet, forcément, tu te dis que là, il y a quand même un petit manque, y compris chez des personnalités que je respecte, hein, qui parlent des questions énergie-climat et qui ont une méconnaissance assez étonnante de cette technologie, ou tout du moins du potentiel qui pourrait être valorisé en France métropolitaine. Je Tu sais pas si parlais, j'ai répondu à ouais, ta totalement. Tu question. parlais juste avant Mm. de 1,5 Mm. gigawatts, de 3 gigawatts à 2050. C'est quand on parle des autres types d'énergie, du coup, c'est quel pourcentage? Tu aurais en tête le pourcentage Mm. que ça prend dans. Du coup, là, c'était 3 gigawatts uniquement pour les Ouais. steps, c'est ça? Ou c'était Oui, là je parle pour uniquement des steps, uniquement les et steps, ok. ce que je vais faire, si tu en es Ouais. d'accord, c'est que je vais prendre l'anti-sèche, je vais ressortir, j'espère rapidement, euh, tout simplement le rapport RTE sur nos futurs énergétiques 2050, Ouais. puisqu'il y a plein de choses qui sont discutables, ou en tout cas qui peuvent être discutées, mais ça permet de donner quelques ordres de grandeur et répondre à ta question de manière aussi factuelle que possible. Euh, donc j'en avais parlé avec une collègue, voilà, de la R&D. On avait fait une conférence là-dessus. Sur Internet, vous trouvez plein de conférences sur, ne serait-ce que la conférence de presse que le RTE a fait à l'occasion Ouais, de la sortie de ce rapport. je vous mettrai le lien de toute façon du Mm. rapport, hein, qui doit aussi être lu, hein, en intégralité, que j'avais fait aussi il y a quelques temps. Mais j'ai pas les chiffres en tête exacts de cette partie hydroélectricité. Donc c'était en fait intéressant aussi de les avoir en tête pour avoir Oui. cet ordre de grandeur-là et pour comprendre à quel point cette augmentation de l'hydroélectricité joue un rôle important Mm. dans la décarbonation de de nos sociétés. Oui, oui. Alors, pour aborder ce rapport, le plus simple, c'est déjà de regarder le PDF sur les principaux résultats. Après, il y a un PDF par chapitre. Euh, c'est des documents qui sont passionnants, mais ça prend un peu de temps à parcourir. Et, euh, et sur les principaux résultats, il y a au moins deux infographies qui sont essentielles. Une sur la prod et une sur la conso. Sachant qu'ils ont établi plusieurs scénarios avec différents mix énergétiques. Euh, et concernant l'hydraulique, tu as des hypothèses communes. C'est-à-dire que, donc pour l'infographie, là, sur la page 17 sur 66, si vous voulez jeter un œil Ok. à ce rapport des principaux résultats, vous avez donc les scénarios M0, M1, M23, euh, avec principalement, donc oui, c'est M0, c'est du 100% ENR en 2050. Ouais. Donc là, pas de nucléaire historique, pas de nouveau nucléaire. M1, on garde l'historique, mais on fait pas de nouveau nucléaire, tout comme M23. La différence entre les deux étant le caractère diffus ou non du développement des ENR. Et puis ensuite, il y a les scénarios N1, N2, N3 qui mettent plus ou moins de nucléaire, mais qui en mettent. Et puis à chaque fois, il y a le bouquet de flexibilité, c'est-à-dire tout ce qui est charge bidirectionnelle pour les véhicules électriques, le thermique décarboné pour brûler de l'hydrogène, de la batterie électrochimique qui quelquefois représente des puissances importantes, comme 1 gigawatt dans le N03, et puis ça monte à 26 gigawatts pour le M0. 26 gigawatts, hein. Donc ça, c'est le bouquet de flexibilité. Et puis tout en bas, vous avez les hypothèses communes. Et vous y trouvez de l'hydraulique avec environ 22 gigawatts, et puis des steps avec environ 8 gigawatts, sachant qu'actuellement on a 5 gigawatts. D'où le fameux Ok. plus 3 gigawatts de step. Ok. Donc ça Ok. redonne quelques ordres de grandeur, tu vois, développer 3 gigawatts de step, alors que l'on parle pour le scénario M0 de 26 gigawatts de batterie électrochimique et de 29 gigawatts de thermique décarbonée. Donc après, il y a aussi une question de la maturité des technos. Euh, alors ça ne veut pas dire qu'il faut être rétrograde et s'interdire toute innovation, hein, mais euh, il serait également sage euh,
de donner une place peut-être plus importante à une techno aussi mature que la steppe. Euh, Ça existe depuis, donc je parle des années 80 pour la France, avec des mises en service voilà, qui se sont échelonnées de 76 à 87. Mais il y a des steppes depuis plus longtemps à l'international. Et c'est une techno qui est simple, hein. C'est aussi ce qui me plaît dans l'hydraulique, c'est que, on va pas dire que c'est du low-tech, hein, parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, on est tout de suite à des ordres de grandeur en Hmm. termes de pression, en termes de vitesse, enfin, ça nécessite de la précision et c'est quelquefois très pointu, donc, mais le principe de base est quand même relativement simple et en cela, je pense que c'est un bon gage de résilience. Mais pour terminer sur ta question donc du développement, tu as aussi la possibilité, c'est important que les auditeurs, auditrices l'aient bien en tête, la possibilité de faire de la step avec des retenues existantes. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure qu'une step c'était un lac en haut, un lac en bas, et puis on turbine ou on pompe. Euh, mais ces lacs, on en a déjà un paquet en France métropolitaine. Donc, en fonction des projets, tu peux tout à fait imaginer valoriser des retenues existantes, mais qui actuellement ne servent qu'à faire du gravitaire, et qui demain pourraient servir à faire du transfert d'énergie par pompage. Ok, non, c'est très clair. Merci pour le récapitulatif des différents ordres de grandeur. Je vous mettrai, comme je disais auparavant, le lien de cette Mm. page notamment et au global du rapport RTE, hein. C'est le Mm. rapport pour les décideurs est aussi quand même assez bien fait. Euh, Mm. pour finir, avant de passer aux questions de fin, Benjamin, on a parlé tout à l'heure de potentiel sur la France, donc en effet, on a des potentiels un peu partout. Euh, Mm. comment est-ce que tu as une vision du potentiel de l'hydroélectricité également en dehors de nos frontières aussi et au global, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais je veux aussi rapidement aborder ce sujet-là. Est-ce que c'est entre guillemets bête et méchant dans le sens où on se dit si on a un cours d'eau, on peut faire de l'hydroélectricité? Est-ce que c'est un peu ça comme ça qu'il faut penser la chose ou pas du tout, hein? J'imagine que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ou j'ai pas. Mais en gros, se dire que en effet, il y a différentes analyses, différentes études, mais est-ce qu'on peut imaginer Mm. aussi des petites centrales beaucoup plus petites dans certains cours d'eau qui vont, je sais pas, donner l'électricité à des petits villages à côté où c'est pas du tout et que je m'enflamme et je suis dans le monde des bisounours. Mm. Euh, la réponse courte, c'est oui. Dès lors que tu as une eau qui ruisselle, elle ruisselle, elle a un débit et il y a une dénivellation, tu peux valoriser cette force motrice de l'eau pour la convertir en électricité. Maintenant, il est bien évident que c'est une vision simpliste dans le sens où euh, tu ne vas pas équiper Tous les cours d'eau de l'eau, on est absolument d'accord. tout. Oui, non, et puis c'est de manière générale, c'est-à-dire que tout potentiel n'est pas nécessairement valorisé. Euh, Parce que tu peux. Bon, déjà, il faut bien, avant toute question sur la prod, il faut se poser la question sur la conso. Déjà, pourquoi avons-nous besoin de cette T'as électricité? raison. Et donc faire en sorte que on limite notre conso et puis on parvienne à la réfléchir aussi intelligemment que possible pour ne pas s'imposer des bouquets de flexibilité côté prod qui ont un impact bien plus important, qu'il soit environnemental ou sociétal, que de la flexibilité côté consommation. Donc là-dessus, il y a plein d'autres sujets passionnants à évoquer, mais pour rester focalisé sur la question hydro, euh, tu vas équiper prioritairement les chutes euh, qui ont une dénivellation importante et un débit relativement constant. Et vis-à-vis de la création de retenues, mais tu peux réfléchir aux retenues qui ont déjà été créées pour
mieux comprendre pourquoi celles-ci ont été créées et pas d'autres, tu vois bien que la topographie joue un rôle énorme et l'hydrologie joue un rôle énorme. C'est-à-dire qu'il faut du relief, il faut, pour faire un barrage, alors il y a différents barrages aussi, hein, les barrages voûtes, les barrages poids. Donc tu t'adaptes à ton environnement. Et donc, il y a des environnements qui se prêtent très bien aux aménagements hydroélectriques et d'autres où c'est plus compliqué. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Mais la base de tout, c'est l'eau. Il faut de l'eau, il faut des eaux de ruissellement, hein. On est bien sur l'eau de surface euh, et un équilibre, oui, environnemental et sociétal, parce qu'on le voit sur des projets à l'étranger. Euh, ça pose des questions qui n'ont pas de réponse simple, mais qui tout de même te montrent bien que non, on peut pas, on ne doit pas faire absolument tout et n'importe quoi et équiper euh, tout le potentiel existant. Maintenant, il y a de la marge de manœuvre hein, quand même. Avant de passer aux questions de fin, je me rappelle, je me rends compte que j'ai oublié une question qui me paraît aussi pertinente et importante Mm. à comprendre, c'est l'impact du changement climatique sur cette Mm. technologie-là. Parce Oui. qu'en fait, on parle d'eau, on parle de sécheresse, on parle Mm. de manque d'eau global, etc. Même si on a compris, et tu l'as déjà précisé, il n'y a pas de perte d'eau hein, quand ça va dans les Mm. conduits, etc. Est-ce qu'on a un risque d'avoir une hydroélectricité, enfin une technologie hydraulique moins efficace dans le futur à cause des changements, à cause des impacts du changement climatique. Est-ce que oui, non, entre Ok. guillemets, comme je dis, il y a le oui avec, Mm. j'imagine oui réponse courte et oui, mais il y a plein de choses à dire réponse longue. Mais Oui, je vais quels essayer sont les d'être impacts en fait synthétique. concrètement? Ouais. Je vais essayer d'être synthétique en rebondissant déjà sur deux mots que tu as utilisés. Euh, le premier, la question de la perte. Tout à l'heure, j'ai bien expliqué qu'il n'y avait pas de perte vis-à-vis de l'eau que l'on turbinait, puisque on entonne de l'eau et on la restitue au milieu. Euh, mais par contre, il est vrai que en amont euh, du barrage, sur la retenue d'eau, comme il s'agit d'une retenue à ciel ouvert et que les températures ne font que croître, tu as tout de même bien des pertes par évaporation Oui, sur les retenues et c'est ce qui pose problème dans pas mal de projets. Et là, je pense à des projets qui sont pas hydroélectriques, mais dès lors que tu vas mettre euh, une retenue d'eau en place, tu vas avoir une évaporation plus ou moins importante, ça dépend de quantité de choses. Il y a des études en cours là-dessus qui sont passionnantes et qui nous montrent bien que oui, c'est loin d'être négligeable. Et, et dans le cadre du réchauffement qui est déjà très important, si on parle de plus 2, plus 3, plus 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, euh, et oui, cette évaporation, elle sera plus importante. Donc, c'est un impact non négligeable. Maintenant, tu as utilisé le mot d'efficacité. Bon, l'efficacité de la machine, elle restera la même, hein. oui, Elle augmente d'ailleurs avec l'amélioration des techniques disponibles, mais ce cycle de l'eau étant perturbé, alors par quantité de facteurs, euh, il est vrai que le productible pardon, varie euh, d'un massif à l'autre et les projections 2050-2100, puisque des collègues travaillent sur des, des projections jusqu'à 2100, montrent bien que en fonction des massifs, on aura des pertes de productibles, hein. S'il y a moins d'eau qui passe dans les turbines, il y a moins de production hydroélectrique. C'est vrai. ok. Donc en fait, oui, ça dépend comme tu disais des différents lieux, que ce soit en France ou même dans le monde. Hein, j'imagine tous n'ont pas le même impact. Il y a Mm. des endroits où, comme tu dis, le cycle de l'eau est perturbé, donc on aura peut-être, j'imagine, ça peut, j'imagine aussi arriver à certains endroits, plus d'eau à un endroit, moins d'eau à un autre endroit, et du coup des différences peut-être pas en France, mais en tout cas dans d'autres pays, enfin pas d'efficacité, mais de quantité d'eau disponible, donc du coup de quantité d'électricité. On va pouvoir Oui,
générés. Et ça repose la question du multi-usage de l'eau. C'est-à-dire que dans un monde qui est de plus en plus contraint, comment, en tant que société, hein, on fait des arbitrages pour partager cette ressource? Est-ce qu'on continue à faire de la culture de céréales pour nourrir des cheptels gigantesques de viande rouge qu'on consomme en très grande quantité? Est-ce qu'on revoit notre agriculture, au contraire, ce qui permet de ponctionner moins d'eau pour cet usage-là? Euh, des arbitrages comme celui-ci, il y en a quantité, hein. Donc, le- l'aspect énergétique de cette ressource fait déjà et fera de plus en plus l'objet de compromis. C'est tout l'intérêt et toute la difficulté, hein, c'est que les, les interfaces sont très nombreuses. Ouais, totalement. Bah, comme on disait, hein, tout n'est pas parfait et en effet, il faut faire des arbitrages, il n'y a pas le choix. Et on pourra, Mm. enfin, dans tous les cas, chaque pays fera souvent son arbitrage aussi de son côté, mais bon, il y a quand même certaines choses qui sont plus qui semblent en tout cas plus évidentes que d'autres, mais Mhm. on verra comment est-ce qu'on agira sur le sujet. Benjamin, je voulais terminer par les questions de fin. Déjà, je voulais te Ouais. remercier pour un peu tout ce que tu nous as partagé, qui était quand même très complet sur l'hydroélectricité, sur la compréhension globale de cette énergie-là et des risques qui sont avérés sur le sujet, d'autres qui pourraient arriver et qui arriveront dans tous les cas, qui sont déjà en cours vis-à-vis du changement climatique. Voilà, prendre le pour et le contre de chaque énergie, c'était aussi l'objectif du, du, de, de l'échange au début. Donc merci une nouvelle fois pour ça. J'arrête de parler, je parle aux questions de fin, surtout, je vais te poser Mm. les questions de fin. Pour la première, est-ce que tu as un contenu à nous partager? Oui. Donc, dans les 10 minutes qui ont précédé notre conversation, j'ai essayé de réfléchir à cette question de fin. Euh, un contenu non, plein oui, et sans priorisation aucune. Des BD, des chaînes YouTube, des podcasts. Pour les BD, j'ai emmené Étienne Davodo et puis Jean-Marc Rochette. Donc, Jean-Marc Rochette qui a fait plusieurs BD sur des problématiques alors de biodiversité, mais plus globalement, ça te permet de réfléchir Ok, à notre passé, notre présent, notre avenir. Étienne Davodo qui a fait pas mal de choses, quelquefois en lien avec le journalisme d'investigation, donc des sujets qui sont absolument pas centrés sur la question environnementale, mais qui sont passionnants. Et puis il s'interroge tout de même aussi beaucoup pour notre sujet, la énergie-climat. Il a fait un bouquin, Les droits du sol, Le droit du sol, euh, ok. qui, comme les autres, pose des questions sans donner des réponses toutes faites. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette attitude. Des chaînes YouTube, Eureka, Gilles Mito qui fait de la vulgarisation sur tout ce qui est Ouais. économie-finance. Euh, il y a quelques années, j'étais incapable de comprendre ce que mes collègues économistes me racontaient sur les projets hydroélectriques. Maintenant, j'y vois plus clair et c'est essentiel, hein. C'est quand même le nerf de la guerre. Le réveilleur, Rodolphe Meyer, qui parle de tout ce qui est énergétique, mais pas que. Euh, bon, je vais m'arrêter là. La liste, elle est longue, hein. Nicolas Mérieux, si on veut rigoler un peu de sujets qui sont graves, mais il faisait l'émission La Barbe avec un peu d'autodérision, tout comme le professeur Feuillage. Enfin, il y en a pas mal des chaînes YouTube hein, Non, ça va, ça va. que Je je mettrai les liens. conseillerais. Je mettrai les Parfait. différents liens également de ce que Ouais. tu as pu partager en BD que je ne connaissais pas honnêtement. Donc ça donne envie Mhm. de lire tout ça. C'est quand même un format qui est quand même Parfait. aussi assez agréable et qui change de se plonger dans un livre Mhm. qui est aussi très intéressant hein, d'aller dans un livre, Ouais. mais classique disons, mais Mhm. écrit Mhm. sans image. Et les Donc podcasts, parce merci que pour ces. je vais quand même pas oublier ton format. Des collègues, donc, euh, comme Julien Devorex avec Sismic, ou il y a Chaleur Humaine, là, qui était sponsor par Le Monde. Entendez-vous l'écho par France Culture, la Tiffaine de Roquigny. Il y a beaucoup de podcasts de très grande qualité, donc merci à toi et à tes collègues pour le travail de vulgarisation. Et puis merci aux experts, parce que quelquefois quand on écoute Entendez-vous l'écho, c'est pointu et on n'a pas toujours
toutes les clés de lecture, mais petit à petit, ça vient. Je mettrai bien entendu le lien. Merci pour ces recommandations. Est-ce que tu as Mm. également une action pour agir dès demain dans le bon sens? C'est ultra prétentieux de dire ça, mais je sais pas, j'avais mis sur mon bout de brouillon là, faire son bilan carbone, faire une fresque du climat, puis essayer d'en animer. Ça permet de se poser plein de questions et puis de se les poser de manière collective pour remettre un peu en cause nos organisations, alors que ce soit côté perso, mais aussi côté pro. Alors forcément, à chaque fois, c'est la vitesse adaptée à notre équilibre et en fonction des capacités qui sont les nôtres. Je sais bien que côté professionnel, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir interroger sa hiérarchie et puis expliquer que tel ou tel projet lui semble problématique, mais y compris dans notre vie professionnelle, je pense que c'est important de rien s'interdire, ouais. Remettre en cause nos organisations avec bienveillance, toujours. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast? Alors, sur le brouillon, j'ai parlé de Timothée Paric, donc un Ouais. économiste qui parle beaucoup de décroissance, ou Isabelle Coupé-Soubeyran, donc une autre collègue économiste qui fait pas mal de vulgarisation, notamment pour parler des questions de dette. Euh, Nicolas Mérieux pour faire de la pub pour un collègue isérois, et puis parce que c'est important de sourire, voire de franchement rigoler sur des sujets aussi complexes. Philippe Biwix, que j'apprécie beaucoup, très posé et avec des idées ouvertes, c'est un collègue que j'apprécie énormément. Ou Nate Higgins, qui est un petit peu le Jean Covici anglophone, peut-être un peu plus posé que notre collègue Jean-Marc. Quoi qu'il a adouci son discours un peu, Jean-Marc Jancovici, en tentant un peu d'ouverture ces dernières années. Mais Nate est un, est un très bon vulgarisateur. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait aussi. Ben, merci beaucoup pour ces recommandations. Je note tout ça et Mm. contacterai une bonne partie. Fais-moi confiance parce que c'est que des Parfait. noms pertinents des personnes passionnantes à écouter Mm. et à interviewer et qui sont comme toi, comme tu as pu le faire aujourd'hui, qui nous permettent de mieux comprendre le monde dans lequel on vit et dans le monde dans lequel on va aussi. Donc, on est en train de Avec développer envie. tous ensemble. Avec envie, Avec t'as bien envie. raison. T'as Des bien avenirs raison. désirables. Travailler l'imaginaire, c'est important. Exactement. Bah, Mm. je nous laisse sur cette belle note, en tout cas, sur ce beau message Mm. de fin. Une nouvelle fois, merci Benjamin pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé et à très bientôt. En tout cas, au plaisir. Merci Antoine, au plaisir.